À la fin de la 4e partie, la reine découvre qu'elle est enceinte, mais cela surprend Bongguan, qui est toujours coincé dans le corps de la reine Soyoung. Bongguan est choqué et bouleversé car il n'avait jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver. Alors que le roi Sholjong et tout le palais se réjouissent de la nouvelle, Bongguan se sent confus et en colère, ne comprenant pas comment les choses ont pu en arriver là. Désormais, Bongguan doit trouver comment gérer cette grossesse inattendue, tout en étant toujours prisonnier du corps de la reine. Le lendemain, la nouvelle de la grossesse de la reine se répand dans tout le palais, choquant tout le monde. La personne la plus affectée par cette nouvelle est Byung-in. La femme qu'il aimait appartient maintenant totalement à Sholjong. Mais Kim Moon-gun, qui se sentait abattu après avoir donné tous ses trésors aux gens, se réjouit immédiatement en apprenant qu'il allait bientôt devenir grand-père. Avec la grossesse de la reine, la grande impératrice douairière et la reine douairière Jo viennent lui rendre visite. Comme d'habitude, la reine douairière Jo apporte un talisman, mais la reine, suspectant qu'il pourrait s'agir d'une malédiction, le refuse en disant qu'elle ne croit pas à de telles choses. À ce moment-là, la grande impératrice douairière rappelle à la reine de prendre soin d'elle, avertissant que si quelque chose arrivait au bébé, ce serait de sa faute. Plutôt que de se sentir rassurée, la reine se sentit encore plus nauséeuse après leur visite. Pendant ce temps, Hwa-jin rencontre le ministre Jo. Elle se souvient des paroles de la reine douairière Jo, selon lesquelles les clans Pungyang-jo et Andong Kim étaient désormais unis. Hwa-jin demande alors au ministre Jo de ne pas trahir les principes du clan Pungyang-jo. Elle menace de demander à son père, qui a une grande influence dans le clan, d'arrêter cette coopération si nécessaire. Hwa-jin n'était pas d'accord avec l'alliance entre les deux clans, craignant que cela ne déstabilise le règne de Sholjong. Le lendemain matin, Choi, avec l'aide de Hong-yon, commence à enseigner à la reine l'éducation prénatale. Mais la reine, déjà de mauvaise humeur, devient encore plus stressée lorsqu'elle apprend qu'elle n'a pas le droit de manger son plat préféré, le ramyeon. D'autre part, dans la forêt, Yeonpyeon remet à un ancien garde royal plusieurs livres, lui demandant de les faire passer à d'autres pour les étudier. Ensuite, Yeonpyeon rend compte de l'avancement des réformes fiscales mises en place dans les zones de conflit aux rebelles Donggak. À ce moment-là, Sholjong sent que ses efforts pour améliorer le royaume n'ont pas encore porté tous leurs fruits, et il espère que son futur fils poursuivra ce qu'il a commencé. Cette nuit-là, il rend visite à la reine pendant qu'elle dort et lit un message qu'elle a écrit pour leur enfant. Sholjong rit en voyant le vocabulaire étrange de la reine. Le lendemain matin, la reine douairière Jo ordonne aux servantes espionnes de répandre des rumeurs selon lesquelles le roi et la reine ne faisaient que prétendre avoir passé la nuit ensemble. Les ragots se répandent rapidement dans tout le palais. En entendant ces rumeurs, la reine décide d'agir. Elle rencontre Sholjong et, ensemble, ils agissent comme un couple très affectueux devant le personnel du palais. Les servantes et les eunuques rougirent et se sentirent gênés, croyant que les rumeurs étaient fausses. Il s'avère que la reine douairière Jo avait répandu ces rumeurs après avoir entendu de Hwa-jin que le roi et la reine faisaient semblant d'être proches depuis leur adolescence. Et Hwa-jin, déçu par les actions de la reine douairière Jo, la met en garde de ne pas causer plus de problèmes pour Sholjong. Plus tard, Hwa-jin vient rencontrer la reine, qui était occupée à discuter avec les concubines de la façon de bien élever un prince héritier. Les concubines étaient excitées par l'enthousiasme de la reine. Mais lorsque Hwa-jin arriva, elle apporta un ensemble de ses flèches. Elle les donna à la reine, suggérant que la reine apprenne le tir à l'arc pour pouvoir se défendre. Hwa-jin semblait soutenir les efforts du roi et de la reine pour combattre ceux qui cherchaient à renverser le gouvernement. Peu de temps après, la reine demanda à Hwa-jin de lui apprendre à tirer à l'arc, mais Hwa-jin refusa, disant qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Il était clair que Hwa-jin avait changé d'avis et voulait maintenant aider le roi et la reine. Son port d'une robe blanche symbolisait qu'elle avait abandonné son passé et voulait revenir à des intentions pures. Après avoir rendu visite à la reine, Hwa-jin rencontra Sholjong et demanda à quitter sa position de concubine pour redevenir une simple roturière. Et Sholjong, bien qu'il fût choqué, accepta finalement à contre-cœur et annonça la demande de Hwa-jin devant les ministres. Cependant, le départ de Hwa-jin bouleversa profondément la reine douairière Jo, qui se précipita pour rencontrer la grande impératrice douairière afin de répandre encore plus de rumeurs. Elle affirma que l'enfant de la reine n'était pas celui de Sholjong, mais celui de Byung-in. La grande impératrice douairière, surprise, vit cela comme une occasion pour ses propres projets. Elle répandit la rumeur, alimentant l'idée que l'enfant de la reine appartenait à Byung-in. Elle appela alors Byung-in à la rencontrer, utilisant les ragots pour le contraindre à l'aider à retrouver son pouvoir. La grande impératrice douairière lui avertit que s'il ne coopérait pas, la reine souffrirait. Pris au piège,
Byung-in n'eut d'autre choix que de se conformer à ses exigences. Pendant ce temps, Choljong fut surpris de trouver Byung-in dans sa chambre. Byung-in lui expliqua que le clan Andong Kim prévoyait de le renverser en répandant des rumeurs sur l'affaire de la reine et le code secret d'Onggak caché dans son livre pour enfants. Byung-in proposa de l'aider, suggérant qu'il couvrirait les ragots pendant que Choljong traiterait en secret les rebelles d'Onggak. Cela protégerait la reine et garantirait qu'il n'y aurait aucune preuve contre elle. À ce moment-là, Choljong se sentit déchiré. Ce plan signifiait qu'il devrait quitter la reine, qui était encore au début de sa grossesse. Avant de partir, il demanda à la grande impératrice douairière de protéger la reine et leur enfant pendant son absence. En entendant cela, la grande impératrice douairière accepta, bien que son expression parût un peu suspecte. Alors que Choljong se préparait à partir, Yeonpyeong et Hong tentèrent de l'arrêter. Yeonpyeong pensait qu'il s'agissait d'un piège, mais Choljong affirma fermement que la reine n'était pas l'ennemi. De son côté, la reine, après s'être réveillée, fut informée par Hong que le roi était parti en guerre. Peu après, elle se précipita pour le rattraper, mais Choljong, ne voulant pas hésiter, s'éloigna rapidement à cheval. Il s'avéra que son voyage était effectivement un piège. Sur la route, il fut attaqué en embuscade par Byung-in et les hommes du ministre de la guerre. Avant leur duel, Byung-in demanda à Choljong s'il voulait de l'aide ou s'il allait se battre seul. Et Choljong, réalisant qu'il n'y avait pas d'issue, se prépara à combattre. Les deux hommes furent blessés dans le combat intense. Pendant ce temps, au palais, la reine, confuse par le départ soudain de Choljong, demanda à Hong ce qui se passait. Hong lui expliqua que le roi était parti réprimer une rébellion. Peu après, le combat entre Choljong et Byung-in atteignit son apogée lorsque Choljong se retrouva coincé près d'une falaise. N'ayant plus d'autre option, Choljong sauta courageusement dans la mer pour s'échapper. De retour au palais, la grande impératrice douairière, qui avait reçu une autorité temporaire de la part de Choljong, utilisa son pouvoir pour faire revenir les ministres corrompus du clan Andong Kim et pour remplacer Yeonpyeong en tant que commandant des gardes du palais. Elle avertit également tout le monde de ne pas répandre de rumeurs sur la grossesse de la reine, menaçant de punir ceux qui désobéiraient. Quant à la reine, se sentant perdue sans Choljong, elle décida de coudre ses initiales, CJ, sur un morceau de soie, espérant que cela lui apporterait un peu de réconfort. Pendant ce temps, des soldats en quête du roi trouvèrent ses vêtements royaux sur la berge. Cela conduisit à l'annonce choquante au palais que Choljong était présumé mort. Tout le monde fut stupéfait, y compris la reine, qui regretta de ne pas avoir pu l'empêcher de partir. Elle se demanda si Choljong serait encore en vie si elle n'était jamais arrivée dans cette époque. Avec la disparition du roi, le trône resta vacant. Cependant, comme le corps de Choljong n'avait pas été retrouvé, la grande impératrice douairière ordonna à Byung-in de le chercher afin de confirmer sa mort et de commencer le processus de nomination d'un nouveau roi. La loi permettait 5 jours pour choisir un remplaçant. Pour empêcher toute chance de retour de Choljong, Byung-in prévoyait de fermer toutes les portes du palais, s'assurant que si Choljong revenait, il ne serait plus reconnu comme roi. Et Yeonpyeong, toujours soupçonnant que la reine était impliquée dans la disparition de Choljong, la visita et la menaça vivement. Il l'accusa d'avoir envoyé le roi en guerre. Juste au moment où Yeonpyeong la confrontait, Byung-in arriva avec ses soldats. Yeonpyeong révéla à la reine que ce n'étaient pas les rebelles qui avaient tué le roi, mais les soldats de Byung-in. Cependant, malgré la tension, Yeonpyeong ne suivit pas sa menace, considérant que la reine était enceinte de l'enfant de Choljong. Voyant Yeonpyeong se rendre, les troupes de Byung-in arrêtèrent immédiatement ce dernier et l'emmenèrent en prison. Non seulement Yeonpyeong, mais aussi Hong fut emprisonné, accusé d'avoir perdu des armes de l'armurerie. Après cela, Byung-in convoqua une réunion avec les ministres des deux clans, prétendant être préoccupé par une attaque des rebelles d'Onggak. Il demanda également l'approbation pour fermer toutes les portes frontières, visant secrètement à empêcher le retour du roi, au cas où Choljong serait encore en vie. Cette nuit-là, la reine se déguisa à nouveau en eunuque et entra dans la chambre funéraire du roi. Faisant semblant de changer les bougies, le chef des eunuques l'aida à entrer discrètement. Une fois à l'intérieur, la reine examina soigneusement le corps allongé là, supposé être celui de Choljong. Après un examen plus attentif, la reine réalisa qu'il ne s'agissait pas réellement du corps de Choljong. S'étant rendu compte que quelque chose n'allait pas, elle se hâta de rendre visite à Hong et Yeonpyeong, qui étaient tous deux en prison. Elle croyait que Choljong était toujours vivant, et que c'était pour cette raison que Byung-in avait emprisonné les deux personnes qui pouvaient aider le roi à revenir. Dans sa salle, la grande impératrice douairière, désormais détentrice du pouvoir suprême,
annonça ses plans pour nommer un nouveau roi. La nouvelle se répandit rapidement dans le pays. Un homme qui avait lu la nouvelle partit, se comportant de manière suspecte. Pendant ce temps, dans la chambre funéraire, la grande impératrice douairière et la reine douairière Jo furent vues en train de pleurer, déplorant la mort du roi. Ne voulant pas être en reste, la reine commença également à pleurer de manière théâtrale, essayant de convaincre tout le monde qu'elle était en profond chagrin. Après avoir quitté la chambre funéraire, la reine trouva Wajin qui l'attendait dans la salle du village de Jojon. Là, elle informa immédiatement Wajin que Choljong n'était pas réellement mort. Wajin fut soulagé d'apprendre cette nouvelle. Le lendemain, Byung-in convoqua une nouvelle réunion avec les deux clans. Lors de cette réunion, il tenta de prendre le contrôle des deux côtés, menaçant que quiconque tenterait de quitter la pièce serait tué. Cette nuit-là, après le départ de toutes les servantes, la reine empaqueta secrètement son arc, prit Wajin avec elle et s'échappa discrètement du palais pour partir à la recherche de Choljong. Elle emportait également une écharpe portant les initiales CJ, qu'elle avait elle-même cousue. Mais en chemin, la reine fut soudainement arrêtée par Byung-in. Là, elle le prévint de ne pas bloquer son passage. Elle lui dit que s'il aimait vraiment Soyoung, il la comprendrait. Elle lui expliqua que la Soyoung devant lui était différente désormais. Lorsque Byung-in insista pour l'arrêter, la reine tira une flèche dans sa jambe. Furieux, Byung-in comprit que Soyoung avait changé. La douce Soyoung qu'il connaissait était maintenant audacieuse et sans peur. Pris de colère, il jura de revenir avec la tête du roi et de la reine. Juste au moment où la reine pensait être seule dans sa mission, il s'avéra que Choi et Hong-yon l'avaient secrètement suivie pour l'aider. À contre-cœur, elle les autorisa à la rejoindre dans sa quête pour retrouver Choljong. Le lendemain, Kim Jwagun retourna au palais et proposa d'aider la grande impératrice douairière à maintenir son pouvoir en secret. Il tendit également un piège en accusant un groupe de récolteurs de plantes médicinales innocents d'être des rebelles Donggak qui auraient tué le roi. Pendant ce temps, comme la reine l'avait suspecté, Choljong était toujours vivant. Il avait trouvé refuge chez un homme mystérieux qu'on avait vu plus tôt sur le marché. Cependant, cet homme n'offrait son aide que par intérêt. Et Choljong, se sentant méfiant, commença à surveiller l'homme, qui semblait échanger des lettres secrètes avec quelqu'un à l'extérieur. De retour au palais, Byung-in se préparait à capturer la reine. Kim Won, remarquant le changement drastique dans l'attitude de Byung-in envers la reine, s'inquiéta. Il informa Yeon Pyeong et Hong de la disparition de la reine la nuit précédente. De son côté, Choljong, en fouillant dans les affaires de l'homme mystérieux, fut capturé. L'homme, réalisant les intentions de Choljong, se prépara à l'éliminer. Pendant ce temps, Choi et Hong-yon accompagnaient la reine, rendant le voyage plus agréable. Cette nuit-là, ils dormirent ensemble, et la reine se sentit chanceuse d'avoir des servantes aussi attentionnées et loyales. Le lendemain matin, ils poursuivirent leur chemin sous un soleil éclatant. Tout semblait paisible jusqu'à ce que des soldats apparaissent soudainement. Choi dit rapidement à la reine de fuir tandis qu'elle essayait de retenir les soldats. Malheureusement, Choi fut blessée lorsqu'un soldat la frappa avec son épée. Alors que la reine voulait aider Choi, Hong-yon la tira pour la cacher. Afin de protéger la reine, Hong-yon s'éloigna dans une direction différente pour distraire les soldats. Cependant, la chance de la reine tourna quand Byung-in arriva en personne. Furieux et le cœur brisé, Byung-in coinça la reine au bord d'une falaise. Dans un accès de rage, il la saisit par le cou et exigea de savoir qui elle était réellement et ce qu'elle avait fait à Soyoung. À peine capable de respirer, Bongwan, piégé dans le corps de Soyoung, avoua qu'il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Lorsqu'il s'était réveillé, il s'était retrouvé dans le corps de la reine Soyoung. En entendant cela, Byung-in, qui éprouvait toujours des sentiments pour Soyoung, relâcha sa prise et lui demanda quand l'âme de Bongwan avait pris possession du corps. Bongwan expliqua alors la situation étrange dans laquelle il s'était retrouvé piégé dans le corps de la reine, se souvenant même des mémoires de Soyoung. Ensuite, plus de soldats arrivèrent pour capturer la reine, mais Byung-in s'avança pour la protéger. Malgré ses efforts, les soldats l'attaquèrent. En fuyant, Byung-in et la reine furent confrontés à un eunuque, envoyé par Kim Jwagun pour la capturer. Alors une violente bataille éclata, et pendant un bref moment où l'eunuque était distrait, Byung-in donna à la reine une lettre. Cette lettre contenait des preuves d'un complot de trahison des clans Andong Kim et Pungyang-jo. Il espérait que cela aiderait à sauver la reine. Tragiquement, pour protéger la femme qu'il aimait, Byung-in sacrifia sa vie, tombant sous les coups de l'eunuque. Et la reine, désormais seule et épuisée, courut sans direction jusqu'à ce qu'elle aperçoive quelqu'un marchant vers elle. Lorsque la personne découvrit son visage, à sa grande surprise,
C'était Choljong. Submergée par le soulagement, elle se jeta dans ses bras en pleurant, lui racontant que Choi, Hong-yon et Byung-in étaient morts. Choljong fut choqué d'apprendre la mort de Byung-in, mais il lui annonça une bonne nouvelle, Choi et Hong-yon étaient en sécurité. Peu après, Choljong emmena la reine dans un endroit sûr, où elle retrouva Choi et Hong-yon. Il s'avéra que Choi n'avait eu qu'une petite blessure lorsqu'elle avait glissé, et que l'épée du soldat l'avait à peine égratignée. Pendant ce temps, au palais, l'eunuque rapporta qu'ils avaient échoué à capturer la reine. Lors de la poursuite, les soldats et l'eunuque furent attaqués par les rebelles Donggak, secrètement alliés à Choljong. À ce moment-là, Kim Jwa-gun fut choqué d'entendre cette nouvelle. Ailleurs, Hwa-jin travaillait seul, en collant des affiches dans la ville. Ces affiches exposaient le clan Andong Kim, qui tentait de se débarrasser du roi et de calomnier des innocents. Elles révélaient également que le roi Choljong était toujours en vie. Dans la cuisine royale, le chef était plongé dans ses pensées, profondément attristé par la nouvelle de la prétendue mort du roi. Il se souvint de la nuit précédente, lorsque Choi était parti accompagner la reine et lui avait soudainement avoué son amour. Avec l'absence du roi, de la reine et de Choi, le chef se sentait seul et démoralisé. Un de ses assistants lui chuchota quelque chose à l'oreille, et après l'avoir entendu, le chef prit une décision soudaine, quitter le palais et confier ses responsabilités à son assistant. Dans sa cachette froide, la reine enveloppa doucement une écharpe qu'elle avait fabriquée, portant les lettres CJ, autour des épaules de Choljong. En voyant cela, il sourit, touché par ce geste. Il lui dit alors qu'il utilisait les tactiques militaires qu'elle avait enseignées au groupe Donggak. Il s'avéra que le roi avait secrètement travaillé avec les partisans de Donggak. Plus tôt, Yeon-pyeong avait remis des livres à un homme, des livres de stratégie militaire écrits par le roi pour que les Donggak puissent les étudier. Pour Choljong, les principaux ennemis à ce moment étaient les fonctionnaires corrompus au sein du gouvernement, qu'il fallait arrêter. L'homme mystérieux qui avait aidé Choljong et failli le tuer était en fait le père de Damyang, la jeune servante. En raison du lien entre la reine et Damyang, cet homme avait décidé de ne pas tuer Choljong. Plus tard dans la nuit, dans la tente, la reine remit à Choljong une lettre que Byung-in lui avait passée avant de mourir. La lettre listait les fonctionnaires qui avaient trahi le roi. Alors qu'ils discutaient de leur prochaine étape, ils entendirent soudain la voix du chef royal à l'extérieur. Les Donggak l'avaient capturé dans la forêt. Le chef était terrifié, mais il se sentit soulagé en voyant le roi et la reine. Il fut encore plus heureux de voir Choi, qui venait juste d'arriver. Dans la tente, la reine proposa un plan pour s'infiltrer discrètement dans le palais. Elle suggéra d'utiliser la route de livraison des repas. Le chef royal connaissant bien l'horaire des livraisons, tout le monde convint que c'était la meilleure façon d'entrer au palais sans être remarqué. Après avoir élaboré leur plan, le roi, la reine et les dames arrivèrent à l'endroit où Byung-in avait rendu son dernier souffle. À ce moment-là, la reine, le cœur brisé, vit le corps de Byung-in toujours là. Elle demanda à l'enterrer de ses propres mains, sentant le besoin de lui rendre hommage. Pendant ce temps, au palais, la grande impératrice douairière venait de terminer son massage lorsqu'elle apprit de Kim Jwa-gun que Byung-in était mort en essayant de sauver la reine. En découvrant que le roi et la reine étaient toujours en vie, la grande impératrice douairière entra dans une rage folle. Et Kim Jwa-gun, qui était là, commença à suspecter la servante aveugle, se rappelant leur tentative échouée d'empoisonner la reine. Cependant, il décida de ne pas la tuer car elle ne semblait pas suspecte lorsqu'elle était menacée. Après le départ de Kim Jwa-gun, Kim Moon-gun rendit visite à la grande impératrice douairière, lui apportant les tracts que Hwa-jin avait répandus. Kim Moon-gun, qui avait perdu tout contact avec sa fille, commença à perdre patience et blâma les politiques de la grande impératrice douairière, qui ternissait le nom du clan Andong Kim. D'autre part, Kim Jwa-gun suivit la servante aveugle, la soupçonnant d'être une espionne. Après avoir confirmé qu'elle travaillait pour Choljong, Kim Jwa-gun décida de la tuer. Plus tard, Choljong, pensant au système électoral que la reine avait mentionné, rêvait de rendre Joseon meilleur en utilisant ce système. Tandis que les autres dormaient, il lui demanda si elle venait réellement du futur. Il voulait connaître l'issue de leur lutte. Et la reine, bien qu'hésitante, lui dit qu'il perdrait, mais elle promit de rester à ses côtés et de l'aider jusqu'à la fin. En prison, Yeon-pyeong, se sentant impuissant, dit à Hong d'utiliser l'aide de Kim Hwan. Au même moment, Kim Hwan vint offrir son soutien. Hong, qui se sentait coupable d'avoir prétendu être l'ami de Kim Hwan juste pour recueillir des informations sur le clan Andong Kim, avoua enfin ses véritables intentions à Kim Hwan. Le jour de l'ascension au trône arriva, et le nouveau roi n'était encore qu'un enfant,
clairement une pièce du plan de Kim Jong-un pour le contrôler facilement. Kim Jong-un rencontra alors l'eunuque et lui remit un pistolet, lui ordonnant de tuer le roi si Choljong apparaissait au palais. Pendant ce temps, en prison, Yongpyeong fut condamné à l'exil, et Hong à être esclave d'État pendant 600 jours. Leur peine serait exécutée après le couronnement. De son côté, le roi et la reine étaient prêts à s'infiltrer dans le palais en utilisant un chariot de nourriture. Peu importe ce qui se passait, ils étaient préparés au pire. Quelques instants plus tard, leur chariot arriva finalement au palais, mais soudain, ils furent arrêtés par le groupe de Kim Jong-un. Là, Kim Jong-un tira son épée et poignarda le chariot, mais heureusement, le roi et la reine n'étaient pas blessés et réussirent à entrer dans le palais en toute sécurité. Avant que leur mission ne commence, la reine embrassa soudainement le roi, lui montrant son affection. Puis, la mission pour stopper le couronnement débuta. Vêtus de leurs habits royaux, ils se lancèrent ensemble pour neutraliser les gardes du palais, y compris le meilleur ami de Byung-in, qui avait été tué par Choljong. Cependant, la grande impératrice douairière et Kim Jong-un précipitèrent la cérémonie du couronnement pour empêcher Choljong de l'arrêter à temps. À ce moment-là, Choljong commença à paniquer car il était arrivé trop tard pour stopper la cérémonie. Cependant, la reine avait préparé un plan de secours. Elle rencontra Kim Hwang et lui donna la mission de voler le sceau royal, nécessaire pour le couronnement. Sans le sceau royal, la cérémonie ne pouvait pas avoir lieu. Comme prévu, la grande impératrice douairière et le clan Andong Kim furent choqués lorsqu'ils découvrirent que la boîte contenant le sceau royal était vide. Grâce à l'ingéniosité de Bongwan, Choljong avait maintenant une chance d'empêcher le jeune roi d'être couronné. Kim Hwang, ne sachant pas quoi faire du sceau royal, l'apporta à Hong et Yongpyeong, qui étaient toujours en prison. Ils furent tout aussi choqués que lui de le voir. En même temps, des gardes approchèrent, mais Hong saisit l'occasion pour s'échapper. Dehors, les rebelles d'Onggak s'associèrent avec des dames de la cour et des chefs royaux, utilisant des gaz lacrymogènes à la porte frontière pour semer la confusion. À l'intérieur du palais, Choljong, la reine et leurs compagnons fidèles lancèrent une attaque. Ils réussirent à pénétrer dans la salle du palais presque vide. Mais soudain, l'eunuque pointa son arme sur Choljong. À ce moment-là, la reine le remarqua et se précipita pour le protéger. D'un autre côté, Hong et Yongpyeong, qui avaient réussi à s'échapper, tirèrent sur l'eunuque et le poursuivirent. Pendant ce temps, le roi et la reine se retrouvèrent en danger. Puis, tout à coup, la reine ressentit une douleur intense. En réalité, l'âme de Bongwan, qui était restée en coma pendant longtemps, était en train de revenir dans le monde moderne, et la reine pouvait sentir le changement arriver. Bongwan, qui avait été dans le coma pendant un long moment, se réveilla enfin à l'hôpital. Il paniqua immédiatement, se souvenant de la situation dangereuse de Choljong. Se rendant compte qu'il était revenu dans le monde moderne et qu'il ne pouvait plus aider Choljong, puisqu'événement passé se déroulait il y a 200 ans, il se sentit impuissant. Toujours en tenue d'hôpital, il courut hors de l'hôpital, poursuivi par la police. Confus et désespéré, Bongwan se rendit dans une librairie et chercha un livre d'histoire sur les rois de Joseon. Il trouva une section qui parlait du règne du roi Choljong, impatient de savoir ce qui s'était passé après son départ. Retour à l'époque de Joseon, l'âme de la reine Soyong, qui avait été silencieusement cachée dans son propre corps tout ce temps, prit enfin le contrôle. Tandis que l'âme de Bongwan était plus forte et souvent dominante, l'âme véritable de Soyong avait toujours été là, prenant parfois le dessus, surtout lorsqu'elle était proche de Choljong. Alors que la reine luttait pour survivre, elle retrouva Choljong, qui se réveillait enfin. Heureusement, Choljong portait un gilet pare-balles, une idée astucieuse suggérée par Bongwan. En tentant de s'échapper, Kim Jong-un apparut et faillit blesser Choljong. Mais Soyong utilisa courageusement une épingle à cheveux pour poignarder Kim Jong-un à la jambe, offrant à Choljong une chance de se défendre. Bien que Choljong fût blessé, il se battit vigoureusement et vainquit Kim Jong-un. Au lieu de lui offrir une mort rapide, Choljong choisit une punition sévère, décidant que Kim Jong-un vivrait une vie pleine de souffrance. Peu de temps après, Choljong arriva à la cérémonie du couronnement en portant le sceau royal, choquant tous les fonctionnaires du clan Andong Kim présents. Son arrivée interrompit immédiatement la cérémonie pour couronner le jeune roi. En toute simplicité, Choljong réussit à stopper le couronnement. Dans la salle du village, la reine était dans un état critique après avoir été blessée par balle. Choljong resta à ses côtés jour et nuit, s'inquiétant pour elle. Son dévouement porta ses fruits lorsque la reine reprit conscience. Le médecin royal la consulta et confirma que la reine et son bébé étaient en bonne santé. Peu à peu, les choses commencèrent à revenir à la normale au palais.
Pendant ce temps, la grande impératrice douairière, qui avait tenté de renverser le roi, fut punie et envoyée au palais occidental. Et la reine douairière Jo, qui avait répandu des rumeurs selon lesquelles l'enfant de la reine n'était pas celui du roi, fut également punie et exilée dans les terres de l'Ouest. Les ministres corrompus reçurent une peine de prison de 3 ans, et toute leur richesse fut confisquée par l'État. Plus tard, la reine visita la tombe de Byoing dans la forêt, en pleurant en se rappelant leurs souvenirs. Finalement, ceux qui étaient les plus proches du roi et de la reine commencèrent à mener une vie meilleure. Peu de temps après, Choi et le chef royal se retrouvèrent enfin, et Wajin ouvrit son cœur à Yongpyeong. Kim Moon-gun, qui regrettait ses erreurs passées, sentit le soutien sincère des gens. De son côté, l'innocent Kim Won reçut un poste important en tant que délégué au ministère des Affaires étrangères. Quant à Bongwan, maintenant revenu dans le monde moderne, il se sentit soulagé. Il lut dans un livre d'histoire que le roi Choljong avait mené avec succès son règne. Là, Bongwan sourit en voyant une photo de Choljong dans le livre, se souvenant de l'expression amusante du roi lorsqu'il réconfortait la reine. Après son séjour à l'époque de Joseon, Bongwan fut à nouveau poursuivi par la police. Cependant, cette fois-ci, il ne cherchait pas à l'arrêter, mais à le protéger. Bongwan avait aidé à découvrir les crimes du secrétaire Han et de Bu Sung-min, et il s'avéra que c'était à cause d'eux qu'il était tombé de son appartement, ce qui avait provoqué son coma. Bongwan se rendit compte que les changements dans le destin de Choljong avaient aussi modifié sa propre vie. Désormais, il revenait à une vie meilleure dans le monde moderne. Pendant ce temps, Choljong était occupé par le transfert de pouvoir, mais il ressentait le manque de la reine. Il se trouvait que la reine éprouvait le même sentiment, et depuis ce jour-là, ils ne s'étaient pas vus. Bien qu'ils aient tous deux essayé de se rendre visite, ils n'avaient pas pu se rencontrer. Finalement, la reine décida d'attendre Choljong près du lac. Choljong la rejoignit là, et ils se retrouvèrent heureux. Et ainsi se termine la série. La leçon morale de cette série est que voyager dans le temps vers le passé peut être sauvage, mais peu importe, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un bon bol de ramyun et d'un gilet pare-balles.